chante comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon. On a avec Olivier Mathieu, mon compère, beaucoup apprécié nos échanges sur la vie et les succès de leur entreprise HRPass. Maintenant, on voulait aussi vous faire découvrir des entrepreneurs, ce qu'il y a derrière les hommes et les femmes à la tête des entreprises du Next 40. On retrouve donc François Boulet et Cyril Courtin, les deux fondateurs d'HRPass, mais cette fois, on parle d'eux. Alors c'est vrai que la partie plus personnelle dans laquelle on entre dans cet épisode 2, elle est d'autant plus intéressante que déjà dans l'épisode 1, on avait assez facilement parlé de sujets plus personnels. Vous avez parlé un peu de vos familles, par exemple sur la question de la succession. Et puis quand on parle de RH, on parle forcément aussi du facteur humain. C'était aussi la vision philosophique qui vous a inspiré au moment du lancement de HRPath. Mais nous, ce qui nous intéresse plus particulièrement, c'est vous deux en tant que personne. Vous avez beaucoup insisté sur votre amitié. Et je trouve que c'est intéressant peut-être que vous nous redisiez comment vous êtes rencontrés et qu'est-ce qui a fait l'étincelle de départ pour qu'on puisse comprendre qu'est-ce qui fait une association à succès. Juste pour compléter la question d'Olivier, je vous propose une question surprise. Alors vous allez à la fois devoir y répondre et nous dire qui vous pose cette question. On l'écoute. Vous avez un message. Bonjour François et Cyril, c'est un plaisir de poser une question. Alors la belle aventure entrepreneuriale a débuté en 2001, ça fait quasiment 20 ans. Donc ma grande question concerne la longévité de votre couple, cette notion de fidélité qui est chère à beaucoup de monde. Donc comment fait-on pour rester encore une fois complice, avoir la même vision, ramer dans le même sens après 20 ans? Voilà, donc ça va interroger beaucoup de couples d'entrepreneurs et d'entrepreneurs tout court, et puis les couples en général aussi. Voilà, c'est quoi les recettes du succès pour que 20 ans après, même si l'entreprise a été bercée justement par le succès, vous êtes toujours en phase et vous n'êtes jamais engueulé, en tout cas j'espère. On s'est déjà engueulé. Ouais, je reconnais bien Marty avec ses questions. Première recette, c'est pas de sexe. Ça c'est important parce que le sexe les emmerde et voilà. Et ça veut dire que vous n'avez jamais couché ensemble, c'est ça? Exactement. Il a déjà eu envie. Il a déjà essayé. Question de time to market. Exactement. Non, plus sérieusement, c'est sûr qu'on est un vieux couple. Après, on connaît les défauts l'un de l'autre. On commence à les apprécier. C'est un peu comme, je dirais, tous les couples papy-mamie qu'on connaît, qui n'ont pas divorcé et qui râlent parce que l'autre il ronfle et l'autre il pue des pieds, mais ils s'adorent. Et voilà quoi. Ouais. Il y a un peu de ça, mais dans le business quoi. Et alors, juste pour compléter, je dirais que moi rétrospectivement, je dirais la complémentarité, parce que c'est un hasard, c'est un coup de chance, mais on s'est rencontrés il y a un peu plus de 20 ans autour de quelques verres, ce qui a créé un début d'amitié qui après est devenu professionnel, mais on n'avait pas les mêmes qualités et défauts ou les mêmes on va dire zones d'expertise, donc ce qui nous a permis de lancer la boîte sans jamais se marcher dessus. Et puis après, avec le temps, au-delà le fait de dire on s'est jamais engueulé, si on s'est déjà engueulé, mais plutôt au début que maintenant, parce qu'il fallait apprendre à se connaître. Et après, il y a une vraie règle, c'est le respect et l'unité vis-à-vis des autres, qu'on soit d'accord ou pas d'accord, mais ça on le traite entre nous et jamais, on va dire, en public. Il y a une très belle phrase qu'on aime beaucoup, c'est pas parce que tu as raison que j'ai tort. Ou c'est pas parce que tu as tort que j'ai raison. Ça marche dans les deux sens. J'aime bien, je la garderai, j'aime beaucoup les citations. Est-ce que vous pouvez nous préciser juste qui était Alain Marty, parce qu'on l'a mal présenté, comme vous l'avez reconnu tout de suite, et nous redire qui il est, et notamment pour vous? Alain Marty, c'est un copain qui a créé un grand réseau qui s'appelle le Wine and Business, et voilà, qui connaît énormément de monde et qui nous a toujours aidé et qui est d'une simplicité amicale assez rare. Et alors justement sur l'amitié, vous l'avez dit, vous avez d'abord été amis, puis vous avez eu une amitié plus professionnelle. Est-ce que l'amitié change lorsqu'on devient associé? Est-ce qu'on se voit finalement autant après s'être vu autant la journée, le soir, en week-end et autres? Alors on a un petit secret, c'est qu'on passe jamais nos vacances ensemble.
on passe très très peu de week-ends ensemble, genre un ou deux max par an. Voilà. C'est pas parce qu'on pense qu'on n'apprécierait pas, c'est que ça s'est fait comme ça. Aujourd'hui, on est au-delà du stade amical, c'est marié, même plus que marié. Hein, Mais est-ce que vous êtes fixé des règles explicites ou pas pour la bonne entente? Est-ce que vous arrivez à vous dire vraiment tout, par exemple, et est-ce que parfois vous avez besoin d'un tiers? Ça existe parfois dans les associés comme ça. Parfois, c'est pas toujours évident quand il y a beaucoup d'amitié de se dire la vérité. Alors nous, on n'a pas besoin de tiers, on se dit tout et même des choses qu'on pourra pas vous dire. Maintenant, on a envie de savoir. C'est cool. Donc on n'a pas besoin de tiers et voilà. Et je dirais que c'est au niveau du ça va au-delà du professionnel. On a tous des moments où pour plein de sujets, les enfants, les choses. On partage tout, on essaie de se conseiller et dans le bon sens du terme et j'ai même pas de description à ça. Il paraît que c'est très rare. On a fait venir plein d'associés qui respectent ça et qui peut-être même ne comprennent pas, mais je pense que c'est un des piliers qui est reconnu d'ailleurs par toutes les équipes de la boîte. J'ai envie d'inventer une nouvelle rubrique, une nouvelle question, Thomas, qui serait de dire, est-ce que vous pouvez chacun dire quel est le rôle de l'autre, c'est-à-dire comment est-ce que vous présenteriez l'autre, à la fois ses qualités mais aussi ses compétences, comment du coup vous répartissez les rôles d'une certaine manière, mais chacun parlant de l'autre. Vous pouvez parler des défauts aussi. Ouais, ça c'est plus chiant, mais on peut essayer de le faire. Après, François, c'est un bulldozer. C'est un mec hyper créatif qui a des 50 idées à la journée ou à la semaine, où au début ça pouvait être compliqué. Je me rappelle d'une anecdote. Après quelques semaines d'avoir créé la boîte, on devait être 3, peut-être, je sais plus, où il m'appelle en me disant tiens, là, j'ai une super idée, on va embaucher 30 personnes et puis on verra. Donc je lui ai dit surtout on va se voir et puis on va en parler. Voilà, mais au moins on c'est l'a quelqu'un pas fait. qui est un fonceur, qui a un management qui est très dans l'instantané et qui permet de pas laisser de traîner des choses qui pourraient durer longtemps, qui parfois peut avoir, parler de défaut, peut avoir un côté petit défaut en disant il faut décider maintenant sans prendre le temps de réfléchir, mais au moins on laisse pas le sujet traîner. Là où moi je suis plus dans le détail. On va le laisser parler de toi. Ouais, voilà. Voilà. En fait, Thierry a un avantage. Tout ce que je sais pas faire, il sait le faire. Voilà. Donc c'est la finesse, c'est l'homme de l'ombre, c'est la personne qui, parfois qui me calme, mais pas dans le sens pour le bien de la boîte. Voilà. Et puis c'est quelqu'un que j'écoute. J'écoute pas grand monde dans la vie, mais Cyril est quelqu'un qui compte dans ma vie. Voilà. Oh, je vais pleurer. C'était trop mignon et ça semblait tellement vrai que j'ai envie moi-même d'être associé avec vous. Ça a l'air d'être une très belle histoire. Avec Olivier, il y a un passage qu'on aime beaucoup aussi, donc on vous a fait passer sur le canapé. Maintenant, on aimerait savoir ce qui vous inspire. S'inspirer. Respirer. Ce qui vous inspire ou ce que vous pouvez faire, ou trouver de l'inspiration en dehors peut-être du travail, c'est peut-être des choses que vous partagez ou partagez pas d'ailleurs entre vous deux, mais ça peut être où est-ce que vous allez vous ressourcer et qu'est-ce qui fait que vous gardez cette énergie après toute cette longévité dont parlait Alain Marty d'ailleurs dans la question précédente. Il y a plein de choses. Pour ma part, la ressource, elle vient aussi de la famille. J'ai aussi 3 enfants, donc c'est trouver la limite entre le monde professionnel et le monde personnel. Et là-dessus, quand on disait des règles depuis le début de la boîte, et on la respecte toujours, avec François, on a mis une règle, on ne travaille jamais le week-end et pendant les vacances, et ça arrive quasiment jamais. Donc c'est trouver des moments où on se ressource. Après, c'est les voyages, un peu de sport, et moi, un petit truc qui me passionne particulièrement, qui est le football. À toi? Voilà. Moi, c'est à peu près ça.
les gamins, c'est bien. Moi, j'adore marcher, aller dans la montagne. J'adore le bateau aussi. Quand vous êtes sur un voilier en train de le barrer, avec où vous voyez plus la terre ni à droite ni à gauche ni derrière vous, là vous évaporez et vous sentez que vous n'êtes pas grand chose sur cette terre, et que avec le Covid aussi. Beaucoup de gens ont l'impression de maîtriser toute leur vie de A à Z, et en fait, dans la vraie vie, vous maîtrisez très peu de choses. Ça amène à plein de questionnements presque philosophiques pour être presque plus terre à terre par rapport à ce que je peux faire d'habitude, et tant pis pour mes questions philosophiques qu'Olivier apprécie. Tu disais qu'on vous êtes fixé de pas bosser le week-end et pendant les vacances. Est-ce que c'est quelque chose que vous êtes fixé depuis le début et que vous avez su respecter? Parce qu'on a quand même le sentiment quand on lance sa boîte et généralement les quelques premières années, c'est souvent très difficile de couper. Très clairement, ça a été depuis le début, et je pense que pour ma part, je peux compter sur les doigts de la main les fois où c'est arrivé le week-end. Et après, oui, quand on lance une boîte, mais finalement, est-ce que c'est plus compliqué quand on lance une boîte ou quand on a une boîte où on a 1000 personnes en termes de responsabilité ou de nombre de mails ou de sujets qu'on voit avec l'expérience, et on n'est pas encore très vieux, mais on est plus jeune, c'est que l'urgence, ça sert à rien, et que tous les clients disent tout le temps c'est pour demain, etc. Et puis il faut patienter de leur côté, et il n'y a rien qui va changer entre le vendredi 18h ou le lundi 19h. Donc c'est vraiment quelque chose qu'on respecte, même c'est une philosophie qu'on met au niveau des associés qui rentrent dans la boîte, parce que certains viennent de grands groupes où ils avaient l'habitude de recevoir des mails à 23h le samedi soir en leur disant il faut la réponse pour le dimanche à 8h. On a même demandé certaines fois à notre DSI de faire en sorte que les gens puissent couper, etc. Et c'est quelque chose où on peut toujours trouver des moyens de travailler la semaine, le week-end, pendant les vacances. On a tous plein de choses à faire, et c'est pas que François et moi, hein. Je pense qu'il y a plein de gens dans la boîte qui pourraient le faire, mais c'est ce qui permet de garder quand même un certain équilibre et de pas péter les plombs. Mais c'est assez rare comme discours. Enfin, je sais pas ce que t'en penses, Olivier, mais je trouve ça rare. En tout cas, nous on a T'appelles pas Olivier. Non mais je sais pas si c'est rare, mais nous ça fait 20 ans que ça fonctionne, et ça fonctionne très bien. Non, mais moi, je pense que c'est rare, mais qu'effectivement, ça vient aussi avec la maturité. Ce qui est étonnant chez vous, c'est que vous l'avez lancé dès le départ, alors qu'on peut souvent avoir, au début, on donne toute son énergie, donc on compte pas, et ça peut parfois mettre un peu en péril, d'ailleurs, la famille, les époux, les conjoints, etc., les enfants. Mais ça me semble effectivement très simple. Du lundi au vendredi. On bosse beaucoup la semaine, mais en fait, c'est ce qu'on dit. Il y a le respect, il y a le repos du guerrier, en fait, le week-end, et voilà. Et puis, ce qu'on dit souvent à nos partenaires, à nos collaborateurs qui ont envie de bosser le week-end, c'est ton choix, on va pas t'interdire. Par contre, t'envoies pas de mail. Tous tes mails, tu peux les programmer, ils arrivent le lundi matin, et comme ça, tu as arrêté de polluer tout le monde le week-end. Ça me semble sain. Et du coup, est-ce qu'il y a un moment donné où vous faites aussi des choses ensemble, on a compris que c'était pas les week-ends et pas les vacances, mais est-ce que vous avez des choses que vous faites ensemble, des passions que vous partagez, ou finalement HR Path prend tellement de temps que ça suffit? Non, enfin... Les passions qu'on partage, on aime bien les bonnes choses, donc on aime bien manger, on aime bien boire, et après on a une autre règle, si on a des opportunités... c'est de ne pas boire d'alcool pendant la journée. Pourquoi? Je sais pas. Non, c'est pas une règle, pardon. Ouais, non, c'est peut-être la tienne, mais nous on fait ce qu'on veut. Par contre, c'est plus qu'il y en a qu'il y a des bouteilles de whisky dans le bureau. Pardon? Il y a des bouteilles de whisky dans les tiroirs du bureau, comme dans la série Mad Men. T'es venu chez nous, en fait. En fait, on bosse dans une cave. Là, mais après, voilà, c'est plus s'il y en a un qui dit, tiens, j'ai une idée, ou j'ai un pote qui aimerait se lancer, ou qui a un truc, on partage beaucoup, même au-delà de la SharePass, des petits projets qui n'ont rien à voir avec notre métier, et qui nous permettent de le faire ensemble, et de partager aussi, d'apprendre de nos passions respectives. Ce qui est aussi une manière de s'aérer l'esprit, même si on bosse. Ouais, exactement. Carrément. C'est des sas de décompression où c'est pas forcément toujours des réussites, mais ça permet d'avoir d'autres petits sujets et de penser autre chose.
Il y en a dont on peut parler, pardon Olivier. Il y a des side projects qui ont été lancés et dont vous pouvez, sur lesquels vous pouvez communiquer. Il y a 6 ans, on a lancé un restaurant avec un chef qu'on aime bien, qui existe toujours, le resto, qui est 10 rue de la Bourse, qui s'appelle le Bissac. Voilà, par exemple, ça c'est un projet qu'on aimait bien. Après, c'est très compliqué comme business, très compliqué. On n'a pas gagné d'argent, loin de là, mais on a bien mangé. Qu'on a bien mangé, et puis on est très respectueux de cette profession qui est vraiment où ils donnent tout, les chefs. C'est vraiment la valeur travail à. Et en plus, ils ont un peu souffert pendant le confinement en particulier, parce que j'ai aussi investi dans un restaurant et ça n'a pas été très facile. Depuis 6 ans, entre les attentats, le confinement, il y a eu pas mal de travaux là où les gilets jaunes, c'est là où vous vous dites, on est vraiment dans un pays de dingos, quoi. Dans la mesure où on est dans l'un des plus beaux pays, mais tout le monde gueule, quoi. Voilà. Est-ce que par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure dans l'épisode numéro 1 consacré à HRPass, vous avez parlé de capitalisme responsable. Je me demandais si ça se retrouvait aussi vous dans vos pratiques ou vos centres d'intérêt. Est-ce que vous avez des engagements au niveau de la société ou à titre personnel, ou est-ce que finalement vous dédiez toute votre vie tellement au travail que finalement vous reportez ça peut-être à plus tard? Non, on est assez content parce que on a des fonds d'investissement où on change entre 3-4 ans, on les change. Ils ont un tiers du capital et malgré ça, on a réussi à créer une fondation qui fait vraiment des beaux projets. On a aidé, par exemple, à créer un dispensaire au fin fond du Laos avec Pédiatres sans frontières, Pédiatres du monde, pardon, un dispensaire où on aide finalement des enfants à juste pas mourir de choses assez bénignes. Voilà, on a fait ça. Avec cette fondation, on a aidé également des jeunes de Marseille à s'en sortir et à les expatrier de leur monde un peu compliqué vers les États-Unis et le Canada pour jouer au football américain. On aide également une autre association, Petit Cœur de Beurre. C'est des gamins qui ont aussi des malformations cardiaques. Et là, on a tout un accompagnement avec les parents. Donc ça, on est assez contents. On a parlé dans le premier épisode de vos enfants. Je serais curieux de savoir ce que vous aimeriez laisser derrière vous. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne après votre mort, qu'on espère bien évidemment la plus loin possible. Vos enfants et peut-être au-delà d'ailleurs. Leur travail. Ouais, voilà. Et puis la vie, moi je leur lèguerais 2 phrases. La vie est un CDD et on est responsable que de son bonheur. C'est assez philosophique. Hein. Wow. Ça nous a laissé sans voix. Ouais. Ça vient d'auteurs que tu as lu ou c'est toi qui écris ta propre je sais pas comment c'est arrivé comme ça, mais souvent on s'imagine qu'on peut être responsable du bonheur de Pierre-Paul Jacques et de la terre entière, mais déjà d'être responsable de son propre bonheur et d'être heureux, c'est déjà quelque chose de fantastique qui peut avoir un rayonnement sur les autres. Premier point. Et deuxième point, c'est que la vie est un CDD. On sait tous que dans la salle, dans 50 ans, il n'y aura pas de survivants. C'est ça qui est la vie. Voilà. Non, mais j'imagine. Il n'y aura pas de survivants et donc ça sert à rien de se prendre la tête dans la vie, quoi. Et de se dire, je suis le meilleur, je suis le plus beau et je vais tuer tout le monde, quoi. Eh bien, moi, j'ai pris une sacrée claque et on va parler des vôtres. Waouh! C'est bon. C'est bon, ça chante. La rubrique. Il y a longtemps que j'ai pas une fessée. Alors là, ça consiste justement à ce que chacun donne une claque à l'autre. Non, je plaisante. La rubrique en fait qui est là, c'est aussi de dire qu'on est
On est sans tabou dans votre émission, et on parle beaucoup des succès de HR Pass et des succès de personnel que vous avez pu connaître. Et je trouve que c'est intéressant. On se dit ça toujours avec Thomas que c'est bien aussi de parler des échecs. Est-ce que vous pouvez alors chacun parler peut-être chacun soit d'un échec l'un de l'autre ou chacun pour soi, mais en toute franchise et pas forcément un faux échec comme on peut le faire parfois quand on se vend soi-même et qu'on trouve un truc un peu anecdotique. Est-ce qu'il y a une vraie claque que vous pourriez partager? Moi, j'en ai pris une vraie cette année. Je peux en parler. J'ai fait venir des gens que j'aimais bien, vraiment amis, où on a partagé des choses super. C'était des gens super à titre privé. Et je les ai fait venir dans la boîte souvent à leur demande parce qu'ils étaient un peu dans l'embarras. Et ça s'est terminé en fiasco total. Voilà. Et donc ça a été dur à titre perso. Et c'est une erreur de jugement du coup. Ouais, bah c'est moi qui ai fait cette erreur, c'est-à-dire que votre meilleur pote, il peut être super, mais si vous le mettez dans votre monde professionnel, il peut être une tanche. Et quand vous êtes un entrepreneur, votre rôle c'est de privilégier l'entreprise. Et du coup, vous êtes obligé de prendre des décisions assez lourdes malgré votre cœur. Voilà. Et les gens le comprennent pas. Et ça a été ma plus grande claque. Ouais, mais j'ai beaucoup appris. Ouais, je suis d'accord, parce qu'après des claques sur des projets, des trucs qu'il y a eu dans notre histoire, on s'est pris pas mal de claques justement sur l'international quand on avait essayé de le faire par nos petites mains et où ça se passait bien, ça retombait. Après, je rejoins François, où même c'était pas forcément des gens très proches, mais il y en a eu d'autres. C'est plutôt la relation professionnelle où on crée de l'humain, etc. Et quand ça détériore d'un point de vue professionnel, on se rend compte que y a pas grand-chose derrière. Et du coup, je vais vous rajouter une petite phrase qui vient pas de moi, qui vient d'un grand philosophe qui s'appelle François Boulet. Et on est arrivé à la conclusion qu'on n'est jamais déçu de la médiocrité des gens. Je suis con. Voilà. On fait notre série de quotes. Moi, je le relirai, il va l'écrire, et puis vous serez les premiers à pouvoir le parcourir. On sera sur 40 nuances. Olivier, je te propose de passer, du coup, je vous propose à vous, François et Cyril, mais sous le contrôle d'Olivier. Est-ce que ce serait pas le moment de laisser carte blanche à nos invités, qui n'ont d'ailleurs pas attendu la rubrique carte blanche pour se l'autoriser? Après, vous allez pouvoir choisir de parler à deux ou de parler seul ou l'un derrière l'autre. Ça, c'est votre liberté. Ok. Carte blanche pour 40 nuances de Next. Vous l'avez compris, carte blanche complète pour François et Cyril. 3 minutes qui vous sont réservées. Vous êtes libres de vos propos. On ne rebondira peut-être pas. Forcément, on avait super préparé, donc on a plein de choses à dire, mais on a un peu oublié parce que vous nous avez tellement mobilisés qu'on a tout oublié entre-temps. Non, en fait, c'est un sujet dont on avait parlé. Moi, je voulais revenir sur la situation actuelle et le télétravail, parce qu'on entend beaucoup de choses. On est des entrepreneurs, je partage beaucoup avec des amis qui le sont aussi, certains salariés, certains DG, etc. Et je pense que aujourd'hui, on voit plein de choses sur les réseaux sociaux, et nous, on reste convaincus, et plus ça va, plus j'entends des retours qui vont dans ce sens-là, que c'est bien, et c'est novateur, ça va dans le bon sens des choses. Comme je disais, ça permet de partager le côté professionnel avec la qualité de vie au travail et un équilibre personnel, mais je ne crois pas une seule seconde à un monde qui irait à 100% ou presque en télétravail. Et je le vois aujourd'hui avec des grosses multinationales qui ont annoncé du télétravail total pendant 6 mois, 1 an. Déjà, moi j'ai une question. Quel est l'intérêt de faire ce type d'annonce, si ce n'est de démotiver totalement les troupes? Peut-être qu'ils avaient un côté protecteur, mais moi je vous promets que sur ce que j'ai reçu de la part des gens que je connais, le message a été ultra négatif, avec des gens qui sont déjà depuis presque 6 mois chez eux, et on va leur dire pendant 6 mois, 8 mois de plus, vous allez devoir rester chez vous. Mais le niveau de motivation, il est en dessous de zéro. Donc je pense que la situation d'aujourd'hui n'est pas est compliquée. Celle de demain, on entend dire, on voit le nombre de cas qu'augmente, les hospitalisations, etc. On n'est pas à l'abri potentiellement d'un nouveau confinement. On verra ce que ça donne, mais
faut pas apeurer les gens plus que ça. Voilà, dans les restaurants, on a le droit d'aller au restaurant. Les règles sont quand même assez étranges entre ce qu'on demande de faire dans les entreprises et ce qu'on voit dès qu'on sort dans la rue et dans les restaurants. Donc je pense que il faut prendre des mesures. Il faut savoir protéger complètement ceux qui sont à risque, et nous c'est ce qu'on fait, les gens qui ont, de par leur famille, les gens qui ont des enfants qui ont certaines maladies, donc ils restent chez eux, qui ont des parents proches, etc., ou qui ont des déficiences eux-mêmes, il faut prendre zéro risque. Après, peut-être, j'espère être pas le seul, je pense que plus ou moins on l'aura tous d'une manière officielle ou non officielle, où on l'a déjà eu, et je suis personnellement, alors peut-être que dans 2 semaines je serai mort, j'en sais rien, mais je suis pas du tout inquiet sur le fait d'avoir le Covid demain. Donc il faut aussi avoir des messages et que les gens se disent, on est dans une situation économique qui est quand même plus que compliquée, et on en a parlé tout à l'heure, la relation avec les équipes et les clients peut se faire partiellement en télétravail, mais c'est pas la même relation. Vendre un projet via un écran interposé, c'est quand même compliqué. Moi, j'ai quand même un signe positif. Alors c'est pas le cas partout, mais depuis qu'on est rentré de vacances en septembre, j'ai un certain nombre de gros clients qui sont revenus sur site et et je l'accepte et ça me va bien, parce que ça fait du bien d'aller voir les clients qui disent si on peut se voir en présentiel, c'est quand même beaucoup plus sympa, même s'il faut mettre un masque, et effectivement, c'est beaucoup plus sympa. Donc il faut quand même aller dans ce sens d'ouverture et de pouvoir recréer du lien, parce que sinon, si on est juste des machines, il faut juste nous remplacer le cœur et l'esprit, on nous met des robots à la place, on arrive dans la robotique et on passe à autre chose, quoi. Moi, je dirais juste un point, c'est sous couvert de protection et de direction, je dirais sanitaire, et que le conseil médical de notre président, qu'il fasse gaffe à pas faire n'importe quoi, parce que l'appauvrissement de la population française va entraîner une sanction, je pense, au niveau du vote, et 2, ça va commencer à vraiment être le bordel dans les banlieues, et l'insécurité va monter, et vous savez quoi, je préfère qu'il y ait des dizaines, voire des centaines de personnes âgées qui partent malheureusement, mais ils ont fait leur vie, et que ceux qui sont ici présents soient un peu moins pauvres, et qu'ils arrivent à mieux vivre et à manger. Voilà. C'est toujours plus difficile quand on imagine que les vieux en question sont les siens. Tout à fait, mais si vous voulez, quand les banlieues vont descendre et que le confinement, en fait, ceux qui ont fait des études, les antiquaires et tout ça, tout va bien, il y a un moment, ça va craindre, et il va y avoir une résonance, Ouais, et puis ça pousse à monter des extrêmes, et je pense que ça va être très très néfaste pour un... Et tout ce qui est extrême est néfaste pour le capitalisme social, faut pas l'oublier. Sur le télétravail, je me suis fait une remarque en vous écoutant. Il y avait un entrepreneur qui a également beaucoup de succès dans le numérique et dans le digital et dans le RH, qui est Vincent Huguet, que vous pouvez connaître, qui est Malte. Une plateforme sur les freelances, etc. Et il a tweeté un truc que j'ai trouvé assez drôle, en fait, que je vous lis rapidement. Mais il dit, voilà, on imagine qu'on est en 2022, et les startups, les boîtes de la tech introduisent un nouvel avantage pour leurs salariés, un endroit où vous allez pouvoir venir et travailler ensemble, un peu loin de votre travail dans la cuisine, et ils appellent ça un bureau. Donc il y avait ça a été pas mal retweeté, parce qu'effectivement il imaginait un monde dans lequel il y aurait plus de bureaux, et ça rejoint ce que tu dis. Moi j'avais aussi fait un post, une deuxième anecdote, j'avais posté sur LinkedIn un tout petit article en disant, est-ce que je suis le seul à trouver que le télétravail c'est quand même assez pénible et qu'on est stressé à la fin, on passe de visioconférence en visioconférence et on a une sorte de charge mentale et de concentration qui est hyper sollicitée. Et j'avais eu plus de 50 000 vues, des réactions dans tous les sens qui disaient, enfin quelqu'un nous dit la vérité sur le télétravail. Et c'est vrai qu'on a parlé que des avantages, mais la réalité c'est qu'effectivement c'est des conditions stressantes qui font que le lien social se délite un peu. Convaincu, parce qu'à un moment, en sortie de confinement, moi je voulais mettre un truc sur LinkedIn un peu dans ce sens-là, mais
notre directrice marketing favorite. Alors je sais plus si y a une directrice marketing ou une personne de la RH, mais elle dit, ouais, tu vas te prendre les foudres, machin de gens. Mais je suis complètement en phase et c'est pas pour ça que, enfin, la vérité, elle est un peu au milieu, mais on l'a tous vécu et on n'a pas eu le choix, hein. Pendant le confinement, on a tous survécu à ça. Mais le 8h, 20h, 21h où on enchaîne les Teams, Skype, Zoom, en plus avec toutes les applis différentes, hein, oui. Même plus sur laquelle on doit aller, où en fait t'as plus le côté un peu sympa d'échange 2 minutes avant, 3 minutes après, ou un petit sourire, une petite blague, etc. Bah finalement, c'est hyper fatigant. Et tout ça pour finir avec une interview 40 nuances de Next à distance. Désolé, on vous en rajoute un peu. Ouais, mais ça c'est cool, ça va. En plus, je suis avec François dans le bureau, donc je suis pas tout seul, c'est bien. Messieurs, on va arriver dans la dernière ligne droite de notre échange et de votre podcast. C'est le moment de la rubrique Sista. On lance le jingle et on se raconte tout. Alors je sens que vous avez dansé à votre bureau, François et Cyril, sur ces quelques notes d'Aretha Franklin, quelques notes simplement pour rappeler notre envie avec Olivier de pousser un peu plus l'entrepreneuriat féminin, et notamment avec le Next 40 qui compte aujourd'hui encore trop peu de femmes. Donc on vous a demandé, en préparant cette émission, de choisir une femme entrepreneur à qui vous aviez envie de donner la parole. Donc on va vous laisser nous dire évidemment qui, et on va même vous demander de lui poser une question. Alors, nous, on avait choisi quelqu'un qui est dans notre écosystème, qui a été concurrente de HRPass, mais à qui on a une grande admiration. C'est Viviane Ribeiro, qui est l'ancienne présidente du Syntec. Oui, effectivement. Et du Syntec également. Et je crois qu'elle est politisée du côté de Bordeaux également. Voilà. Mais je suis pas sûr au niveau politique, mais je crois que j'ai lu ça. Voilà. Alors, c'est pas quelqu'un qu'on connaît très très bien, mais quelqu'un où on a grand respect pour elle. Voilà. Et le reste, vous pourriez lui poser une question, et on a une envoyée spéciale qui est notre associée, Solène Etienne, qui se fera votre porte-parole pour l'interviewer et l'intégrer à votre émission. Moi, j'aurais une question. Quelle est sa recette du bonheur? Eh bien, c'est une question facile. Eh oui, mais elle aura 3 heures. Elle aura 3 heures. Ah ouais, il va falloir couper sur nos interventions pour lui laisser la place. Hein. Messieurs, ça va être difficile, mais on va le faire. Messieurs, je vous propose d'écouter la brillante conclusion de notre ami Olivier. En guise de conclusion, j'ai surtout envie de vous remercier parce qu'on a passé un moment très plaisant où vous arrivez à mettre beaucoup d'humour, et c'est des sujets parfois arides parce qu'on parle du monde du travail. Le monde du travail, c'est pas que de la rigolade, mais quand on arrive à en mettre comme vous le faites, avec un peu de recul, j'ai trouvé aussi beaucoup de maturité et beaucoup d'originalité dans vos prises de position, parce que dans le Next 40, il y a parfois un peu d'uniformité, sachant qu'il y a aussi des entrepreneurs qui sont parfois c'est pas forcément leur première entreprise, mais relativement jeunes, autour d'une 30aine d'années, et on voit qu'il y a pas beaucoup de sagesse et de recul que vous avez apporté dans l'analyse de votre parcours, et on a beaucoup apprécié ce moment-là. Merci beaucoup. Et si on oublie le concours de réussite du Next 40, je vous mets dans le top 3 des gens les plus drôles que nous avons eus en ligne, à distance, sans se voir. C'était très agréable d'échanger avec vous. C'est sympa, et encore, on en a gardé sous le pied. Hein. Si vous nous aviez dit ça au début, je pense qu'on pouvait être sur la première marche. Hein. Du coup, il va falloir se revoir. Voilà, on fera le match retour chez HRPass. Avec plaisir. On se prendra l'apéro ensemble. Et oui, maintenant qu'on sait, c'est bien chez vous qu'on ira. Et on donne la parole à Solène Etienne et Viviane Ribeiro. C'est tout de suite après le jingle. Viviane Ribeiro, bonjour. Bonjour. Alors, quand Cyril Coutin et François Boulet vous ont désigné comme leur sista, ils nous ont dit qu'ils avaient une profonde admiration et un profond respect pour vous et votre parcours.
En effet, vous êtes la présidente du conseil de surveillance de Talentia Software, entreprise que vous avez reprise en 2017 et qui est une vraie success story. Vous êtes présidente de la FTPE, la Fédération des très petites entreprises. Vous êtes coprésidente de la Commission Europe et internationale du MEDEF. Vous êtes également élue à la Cano en charge du logement. Vous avez été présidente d'Action Logement, vous avez été également présidente de la Fédération Syntec. Je dois certainement oublier d'autres casquettes de votre parcours, mais Viviane, ma question est la suivante. J'aurais aimé savoir si vous voyez un point commun à toutes ces casquettes et laquelle de ces casquettes vous a le plus appris sur vous ? Toutes, je dirais de toutes. D'abord parce que après un parcours assez classique de contrôle de gestion, direction financière, je suis arrivée à 30 ans dans l'industrie du logiciel et je l'ai jamais quitté. Donc, et cette expérience de travailler pour une entreprise française, puis après un groupe anglais, international mais anglais, puis ensuite un groupe international mais américain, toutes ces expériences m'ont appris quelque chose. Et en fin de compte, je bossais énormément. Et à un moment donné, arrivé à 47 ans, 48 ans, je me suis dit, il faut que je regarde autour de moi et en fin de compte, que je regarde ce que je peux faire pour la collectivité. À partir de là, je me suis investie d'abord parce que il y avait très peu de femmes, ça n'a pas beaucoup bougé d'ailleurs, dans notre monde de la tech. Il y avait très peu de femmes, donc j'ai commencé par créer Femmes du numérique. Au sein de Syntec Numérique, puis donc je me suis investie dans la conférence de la famille pour l'égalité des modes de garde. Et puis je me suis dit tiens, on peut faire avancer les choses, on peut faire bouger. À partir de là, que ce soit le fait de reprendre, après avoir quitté un groupe américain, Talentia, qui était le Face Software à l'époque en 2007, d'être passé d'un pays à 8 pays, de 16 millions et d'une perte de 4 à 65 millions. Enfin, tout ça, on apprend tous les jours. On est en contact de gens. J'ai fait 7 acquisitions. On est en contact de gens et on s'aperçoit de l'importance de l'humain dans tout ça, et je pense que ce qui a fait de Talentia une success story dans toute cette époque de construction que j'ai fait, c'est vraiment cet aspect humain qui a été pris tout le temps en compte. De la même façon, quand j'ai pris la présidence de Syntec, de la même façon dans tout ce que j'ai fait auprès de Gattaz, au MEDEF, que ce soit se battre sur la loi travail, sur les ordonnances, sur la formation, sur l'apprentissage qui a été un de mes chevals de bataille. À chaque fois, je pense qu'est-ce que je peux faire pour améliorer les choses. Et Action Logement, on a été le prolongement. Et aujourd'hui, quand vous dirigez Action Logement, qui est une énorme machine, c'est 1 million de logements en France, vous construisez, vous avez des milliards à votre disposition, vous pouvez le voir dans la presse, et puis vous arrivez à la Cano et vous vous occupez du logement, et là vous voyez toutes les strates qui bougent en fin de compte et qui font que les choses n'arrivent pas au plus près des besoins, et là vous vous dites, il y a encore plein de choses à faire, et c'est ça qui me motive. Plein de choses à faire bouger, à faire avancer. Exactement. Alors Viviane, dans la période actuelle, les entreprises de la tech s'en sortent globalement un peu mieux que les autres. Malgré tout, selon vous, quels sont les questionnements du moment et surtout pour l'avenir ? Écoutez, pour en avoir parlé avec un certain nombre d'entre eux, même si je ne suis plus à la tête de la Fédération Syntec, je pense que ils ont d'abord tous avoir à affronter des changements de ce qu'on appelle leur business model. À peu près tous, tout du moins, tous ceux qui représentent le gros des troupes, parce qu'on a la partie des startups qui, elles, sont déjà dans la disruption et font déjà et obligent à bouger et à changer. Donc, ils vont tous avoir affaire à regarder et repenser leur business model. Pourquoi ? Parce que les experts qui sont leur fer de lance, qui sont leurs collaborateurs,
vont vouloir aussi un autre style de vie et tout leur environnement va peut-être effectivement changer sur la façon et leur relation avec les collaborateurs en général et donc l'organisation du travail. On pensait notamment au télétravail, etc. Bien sûr, ils vont avoir des attentes des clients qui vont être différentes. Ils vont avoir donc un remodelage d'un certain nombre de leurs activités. Et je dirais plus qu'un voilà, il faudrait que tous y pensent comment je peux disrupter mon propre business. Et puis le troisième point, c'est toute la relation à l'humain dans leurs entreprises et surtout dans les ESN, qu'il va falloir repenser. Viviane, j'ai enfin une question de la part de Cyril et François. Et dans chaque épisode de 40 nuances de Next, nos invités posent une question à leur sista. D'ailleurs, je dois vous dire que vous héritez de la question la plus philosophique qu'on a eue jusqu'à présent dans cette rubrique. Est-ce que vous êtes prête ? Oui, je suis prête. Alors, il voulait savoir quelle était votre recette du bonheur. D'abord, je suis quelqu'un à la fois d'angoissé, j'aime pas les angoisses. L'angoisse me motive à avancer. C'est-à-dire que si j'ai quelque chose à régler, j'essaye de le régler avec les gens en direct le plus rapidement possible. Et puis quand c'est derrière, c'est derrière. C'est-à-dire qu'après, on regarde devant. Donc, on avance. Et à partir du moment où ce qu'on fait, c'est dans un esprit, je dirais, de faire avancer les choses, de rechercher tout le temps une sortie par le haut, tout le temps une sortie par le haut, eh bien, ça vous entraîne parce que vous cherchez une sortie positive, non pas une maximisation quelquefois de vos propres environnements financiers ou etc. Mais vous cherchez une sortie équilibrée dans le respect des gens et positif. Et donc ça, c'est le secret du bonheur. Mais c'est moi, je dis tout le temps, j'ai eu la chance, peut-être que je l'ai fabriqué, mais j'ai toujours fait que des choses que j'avais envie de faire. Et ça, c'est une belle recette du bonheur, que de choisir les choses qu'on a envie de faire. Oui, alors après, il faut avoir la chance de le faire, ou de se la fabriquer, Mais oui, c'est une belle recette, oui. Ouais. Eh bien, Viviane, merci beaucoup pour votre temps, pour ce partage d'expérience. Et à très bientôt pour une interview un peu plus longue dans laquelle on pourra développer tous ces sujets. Avec un grand plaisir et merci à vous. Merci encore. 40 nuances de Next. Le Next 40, comme vous ne l'avez jamais entendu, animé par Olivier Mathieu et Thomas Benzazon.